Bon, ben, on se retrouve à Montpellier pour la compétition donc, du Challenge Occitanie du 10 et 11 décembre. On va avoir 147 compétiteurs qui vont se retrouver pour s'affronter sur le plateau derrière moi. Et puis on va vous embarquer avec nous pour tout le week-end. Ah, là t'as bien bagarré en plus, c'était bien. Fais chier. Là j'ai cherché dans les deux pieds, Pas d'énervement, hein. Tu me l'écrases plus parce que là t'es facile, ça bouge très fort. Donc il te manque pas beaucoup, juste un chouïa. Tu vas chercher plus bas, ok? Tu l'as tué comme ça d'avant. Salut tout le monde, on se retrouve à Nancy pour les championnats de France juniors qui vont se dérouler durant ces 3 prochains jours. On a 23 athlètes qui vont participer, 5 potentiels pour la qualification monde et 5 potentiels également pour les podiums. On va vous amener avec nous sur les 3 jours. C'est parti. C'est un comment? Nickel. C'est tout? Ouais. Ouais, comme d'hab. De toute façon, toutes les compètes chill quoi, donc ouais, tout va bien. Tu les prends pareil? Ouais. Bah de toute façon, si je me fie à la prépa, c'est mort, hein, donc tranquille, ouais. De bronze dans cette catégorie avec 415 kg au total, Marine Guillot de HC Lyonnais. La médaille d'argent dans cette catégorie, elle nous vient de Force Occitane, Emma Machouat. Et la championne de France, excusez du peu, elle a mis 120 kg de plus que la deuxième. Elle nous vient de Force Occitane, Laura Montalène. Excusez du peu, elle a fait les minima monde en junior et en open. Non, on fait bon avec là. T'as dit quoi? Tu nous fais de bon là. Là on fait quoi? Là on fait une petite poêlée de légumes pour accompagner le poulet qu'on a fait là ce soir. On a fait un petit poulet masala avec du riz et de la crème. Il a juste arrêté le fromage. J'ai dit pas. C'est vrai ça? Fait un cheesecake énormément de temps pendant un mois. Déjà ils font des watercuts, lui il fait des Et cheese. il a fait des cheesecuts, j'ai dit t'arrêtes le fromage pendant un mois. Et ça marche. 3 kilos. Oui, c'est vrai que je t'avais arrêté. Ça va Ludivine?
Ça va. Tu te sens comment aujourd'hui? Ça va, un petit peu fatiguée, mais franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Tu passes demain? Ouais, demain matin, pesée 7h et du coup, début de plateau à 9h. Ta prépa, c'est bien passé? Franchement, dans l'ensemble, ouais, ça va. Après, ça n'a pas toujours été... C'était un peu compliqué, là, surtout sur les débuts. Mais non, franchement, pour le coup, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, on verra demain, mais ça devrait aller. Nouveau record de France de poids, la barre 195 kg valide. Marie Lostria. Elle est championne de France. Ludivine Delos. De force occitane également. Bon, Thomas, comment tu te sens aujourd'hui? Bah ça va, pas beaucoup dormi mais sinon ça va. Ouais, Des fois stressé, des fois pas trop. ça dépend. Oui. La prépa s'est bien passée? Oui, à part à la fin où j'ai eu un petit souci encore avec mon adducteur, mais ça va. Le plan commun, on l'avait vu, on prend dans la compétition la com, la constitution pour le cinéma, et derrière, avec le cinéma, Thomas, 15 minutes. Oui. Eh oui. Alors pareil, un petit mot sur ce plateau, 15 athlètes. Yes sir. Eh bien, il y en a... Le podcast, ce qui est bien, c'est que tu le mets en voiture ou dans tes écouteurs quand tu pars marcher, etc. Et t'es pas forcément obligé de regarder. À l'heure actuelle, le but, c'est les formats short sur Insta où on est toujours obligé de condenser sur la plupart des choses et sur lesquelles on peut pas rentrer dans le vif du sujet, quoi. Bonjour à tous, et on se retrouve dans le premier épisode du podcast OPT. Et pour attaquer, on va parler de Mohamed, champion du Maroc 2023. Bravo déjà. Bravo. C'était pour cette performance. Merci. Non, blague Très, à très part, Mohamed a participé aux nationaux tunisiens il y a de ça une semaine. Une semaine, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, les performances que tu as pu sortir? Et l'organisation. L'organisation. Alors, c'était déjà bonjour à tous. C'était très sympathique. En termes d'organisation, c'était ultra compliqué. Enfin, rien à voir avec ce que j'ai pu faire ici en France. Et en termes de performance, j'ai sorti des performances bien en dessous de ce que je voulais sortir. Après, ça reste une compétition qui sort un peu de l'ordinaire, dans le sens où c'est un truc que j'ai jamais vu, que j'ai jamais fait. Mais là, ta dernière compétition est remontée à quand? C'était le CRES, donc en décembre. En décembre, et j'avais fait 6,60 si je dis pas de conneries. Et là, t'as sorti 10 kills de plus. Ouais, 670, ouais, c'est ça. L'objectif, c'était combien de base? C'était entre 6,90 et 700. Mais en gros, si on parle en termes de performance pure, j'étais bien en dessous.
Mais après, en vue du contexte et tout, j'en sors satisfait, mais oui, forcément. Pas C'est quoi selon toi qui a fait que tes perfs étaient plus basses? Est-ce que tu penses que en termes de préparation sur la fin de ton picking et tout, tu valais les 6,90 et t'as été pénalisé par comme tu disais, l'organisation, on reviendra un petit peu dessus après, qui a été moins carré que la dernière fois? Ou est-ce que tu penses que ton picking, il y a eu des choses que tu pourrais mieux faire par la suite pour en gros, avec Yous, on a tenté une nouvelle forme de... Et la marque qu'il a sortie en premier, ça a été Inzer. Inzer a sorti une genouillère qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dense et qui offre un renvoi qui est nettement supérieur au SBD classique que je vous ai présenté juste avant. Donc Inzer, c'est une marque qui vient de l'équipé. C'est une marque qui confectionne des maillots d'équipés, des bandes de genoux, des combinaisons de squat, etc. Donc c'est une marque qui a l'habitude de travailler avec des matériaux rigides et qui aide à la performance. Ce modèle de genouillère, il a vraiment été créé pour la perf et non pas pour le confort. La différence déjà, elle est sur la forme. On peut voir que la genouillère n'est pas parfaitement droite, elle est légèrement incurvée pour prendre la forme de la jambe. Idem, au niveau des entrées et des sorties, c'est légèrement plus gros qu'SBD, ce qui facilite en fait la mise de la genouillère, parce que lorsqu'on a des gros mollets, en fait on est plus limité par les mollets que par la circonférence du genou, et là on n'a plus ce problème là. Donc ça c'est un gros plus. Et le paramètre que tout le monde recherche en portant ces genouillères, c'est la rigidité qui est bien plus grande et qui offre du coup un confort en bas du mouvement et surtout un phénomène de tension qui est bien supérieur. Une fois que l'IPF a autorisé Inzer à entrer dans le règlement, forcément les autres marques concurrentes ont dû sortir des modèles équivalents et donc état. Barre chargée. Allez, Florian. Ceux qui s'accrochent. Barre chargée. On voit. Allez! Allez Kevin! Allez! Allez! Tire! Allez! Allez Nico! Allez de la vitesse! La solide! On y va! Allez gros! Allez, on va la chercher!
rappelle que comme nous sommes dans une compétition qui n'est pas officielle, je rappelle à tous les athlètes qui l'avaient oublié qu'on a une 4e épreuve surprise. Non, en vrai, tout était comme une compétition officielle, là, donc en soi, tout le monde a bien géré la compétition, tous les athlètes ont bien géré ça. Donc, le seul tout le monde truc était qui content. différait d'une compète officielle, c'est la 4e épreuve. Ah oui. Ah oui, on en a pas c'est parlé. vrai. Non. Bon, on en a parlé dans le podcast d'avant. Si, il y avait eu... Ouais, mais Oui. il n'a pas été publié encore. Ah oui. Mais du coup, là, ouais, très sympa, 4e épreuve. Ça, on a beaucoup ri. Ouais. Assaut bike, 1 minute. Donc lui, au début, comme ça, il a pété un plomb, il dit allez, 1 minute 30. Ouais, 1 minute 30. Alors non. Si. Pour De base, pas les c'était faire 1 souffrir, minute. Ok. 1 minute. Explique déjà. Max. On finit la compète. Donc il y avait 3 groupes. Donc le premier groupe, une fois que le 3e groupe avait terminé, ça faisait au moins 45 minutes qu'ils étaient assis tranquilles dans le public en détente. Mais ils le savaient qu'il y avait une 4e épreuve. Ah mais il y en a plein C'est qui l'avaient marrant, hein. oublié, c'est Ah ouais, sûr ouais. et certain. Parce que quand le 3e groupe a terminé, j'ai regardé, ils étaient tous mais genre détendus, ils s'attendaient à rien, compète terminée et tout. Là je les ai vus, ça m'a chauffé. J'ai pris le micro et dit allez, 4e épreuve, tout le monde a fait des gros yeux. On est parti chercher l'assaut bike. Et ouais, et je me disais 1 minute 30, enfin 1 minute ça faisait short. Ouais, mais non, tu te rends pas compte. Non mais 1 minute ça Ouais. faisait short. Et après je me suis dit, il faut quand même montrer l'exemple. Parce que tu peux pas dire fais quelque chose si tu le fais pas. Sauf Mehdi. Et Ludivine. Et Je l'ai fait. Ludivine, elle l'a Ouais, fait Je a l'ai fait posteriori. après à Montpellier, désolé, Ouais, mais. super, moi je j'ai l'ai fait dans ma cave. Ouais, mais tout c'était seul. pas. mais J'étais c'était là. Tu l'as fait, Mehdi Oui, en Oslo. Ouais, c'est ça, en Oslo. En Oslo. 13-14 ans, il était déjà très cadré, très sérieux avec ses gamelles de riz, poulet. Il a commencé à être discipliné très tôt, donc c'est un athlète qui a vite mûri sur le plan physique. Il avait déjà une structure énorme à 18 ans. À l'heure actuelle, il a, on va dire, sensiblement la même structure qu'à ses 18 ans, mais avec plus de maturité dedans. Et du coup, ça a créé un potentiel finalement qui est énorme, parce que là, à l'heure actuelle, il n'a pas encore ses 22 ans. Et puis, il est déjà hyper solide physiquement. Il a déjà accumulé des heures et des heures d'entraînement. Il a un passif déjà sportif qui est important. Donc ouais, on a commencé assez tôt. Et donc, à la suite de ces championnats de France, moi, j'ai insisté pour qu'il aille du coup en FF Force, parce qu'il avait un potentiel certain. Le premier championnat, je crois qu'il a fait 665 de total, en étant quasiment à 80 kg. Ce qui est assez énorme. Du coup, là, ça fait bientôt 3 ans. En septembre, je crois que je la coach. Donc, ça commence à faire un certain temps. Le coaching se passe très bien. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. C'est une athlète qui est très carrée sur ses retours. Donc, tout ce que je demande de faire est fait, que ce soit au niveau des données que j'ai besoin, au niveau des entraînements, le renfort, etc. Donc, à ce niveau-là, il n'y a jamais eu de problème. Et forcément, en 3 ans, on voit la personne évoluer. Donc ça, c'est cool. Et entre les débuts et maintenant, ça n'a rien à voir en tant que personne, en tant qu'athlète. Donc c'est aussi bien de voir ton athlète évoluer à ce niveau-là. Du coup, au niveau coaching, tout se passe hyper bien. On n'a jamais eu de gros problèmes. Je touche du bois, mais elle n'a jamais eu de blessure ou autre. Donc on n'a jamais eu de gros pas en arrière. Pour l'instant, on avance toujours tout droit. Donc, je pense surtout aux athlètes qui, dès qu'on arrive sur le dernier mois de prépa d'une compète, donc sur le picking, qui mettent plein de choses en place, qui se disent ok, bah là je vais me focus, donc semaine 1 je prends de l'ammoniac, je prends de la caféine, on y va, on met tout à balle. Alors que bah non, parce qu'en fait déjà il change ses habitudes parce qu'il le fait pas habituellement, et en plus il va se cramer pour rien. Moi je pense surtout à ça quand tu dis dérive. Moi je pense aux athlètes qui prennent 600 grammes de caféine mélangée à une Monster, ouais, aussi. avec l'ammoniac. Ouais. Pour faire des séances RPE6 en début de cycle. Parlons-en, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. La Monster. Citez-moi, attendez, citez-moi un point positif. Bah, c'est bon. Allez, on va essayer. Ok. Voilà. C'est bon. Oui, ça a on va bon faire goût, le, mais en termes voilà, de goût c'est tout. objectif. Donc le goût qui peut être cool peut être pour bon, les gens. voilà. Le fait qu'il y ait un peu de caféine. Donc oui. voilà, mais bon. Et non, encore, mais là j'entends, j'écoute. Points objectifs, après on dira J'écoute calmement. Les autres points. Du coup, donc le goût, le fait qu'il y ait de la caféine, ça peut les mettre dans une routine en disant allez, je prends ma Monster, je sais que je vais aller m'entraîner. Le côté social, tout le monde prend des Monsters. Donc, le côté je prends fais ma comme Monster, tout le monde. T'as la bleue, moi j'ai la jaune. Mais moi, attends, je dis ça en rigolant, mais je pense que on se rejoint au bar à Monster. Je pense que c'est réellement le premier point, c'est à la mode. Ouais. Tu vois les athlètes un peu connus qui font ça.
Donc je fais ça. Au début. Ah, pas Niro. T'as crampé? Allez, on arrête. Là, du coup, pour cette compète, t'es en quel KT Moi, je suis en moins 66. Et du coup, tu cut? Du coup, je cut comme à chaque fois. T'as commencé ton cut à combien? Pas très haut cette fois, 68. Ok. Et France, c'était pareil à peu près? 68, 7. C'est pas ça. C'est pas des grosses cuts, du coup, ça va. Moi, je vais voir à combien je suis pour voir si je peux manger beaucoup. Mais normalement, je suis à 90, 91. 66-14. Donc on est bien? Je suis bien. 4 heures, ouais, à peu près. Donc ça va, 4 heures pour 100 grammes. Oui, puis j'ai la voiture. Combien? 95. Donc toi, tu peux aller faire un petit burger et c'est bon. Ouais, je vais bien manger. D'ici 19h, on passe. Là, Jules, tes objectifs, c'est quoi à peu près en termes de barre? Faire mieux qu'au France Bench et au France FA. T'as fait combien? J'ai fait 137 au France Bench, 140 au France FA. Si tout va bien, c'est mes barres d'ouverture. Soit 137, soit 140, suivant le fil, comment ça se passe. Mais si je pouvais passer 150, ce serait propre et ça augmenterait le total. 150, c'est le gros objectif, quoi. Le plus haut. Et toi, Aldo, tu penses que tu vas être sur quoi à peu près aujourd'hui? 175, 180, j'aimerais bien. Parce qu'on était tous à égalité à 180 en 4ème place, en 3ème place. Faut voir si les autres ils arrivent à refaire. De toute façon, là, pour tous, dans votre cas, les barres vont être choisies en fonction du match et pas tant des objectifs perso, je pense. Ouais, c'est ça. Oui. Vraiment, chez OPT, souvent les athlètes, il y a deux cas, deux grosses périodes. C'est vraiment saison off où ils ont plus de temps. Là, notamment, j'en ai eu beaucoup là, au début de l'été parce que c'est une période entre guillemets un peu plus chill, hors saison, où même au niveau pro, ils avaient plus de temps. Donc ça, c'est une période parce que eux, ils avaient le temps et du coup, eux, ils étaient à l'écoute, ils avaient le temps, l'envie d'écouter et de travailler en préparation mentale. Donc souvent, c'est soit sur ce créneau-là, soit, comme ça a été le cas ensemble, vraiment X temps, mais juste avant la compétition. Pour vraiment, là, le rush, là, on sait ce qu'on a travaillé, et là, on est vraiment ultra focus sur l'aspect mental, et ce qu'on va avoir, on va le garder très frais. La différence avec l'autre, où tu vas avoir le temps de l'assimiler, peut-être de le faire évoluer, un peu plus de l'imprégner, aussi peut-être un peu plus le temps d'oublier, tout dépend après les personnes. Bah, sur l'autre, par contre, tu travailles un peu plus rythmé, c'est un peu plus soutenu, il faut suivre un peu plus la cadence, et par contre, ça peut être un peu plus frais, et du coup, tu peux l'utiliser directement pour la compétition, avec un timing plus. Donc là, quand tu as le profil qui te contacte en hors saison, tu auras tendance à faire un gros travail de fond, le sensibiliser à plein de choses, le laisser évoluer gentiment sans forcément faire de suivi parce qu'il aura pris son autonomie, et ensuite 4 semaines ou 5 semaines avant sa compète, faire une piqûre de rappel pour remettre le doigt sur les choses sur lesquelles il doit être concentré pour relancer sur sa prépa. C'est ça exactement, et puis même tu vois des fois entre ça, ça a évolué, il y a peut-être de nouvelles choses, peut-être au final le besoin et la demande qu'il avait au début a complètement évolué, peut-être que les maîtriser, il y a peut-être autre chose qui arrive, des fois tu vois quand on est sur du hors-saison aussi assez loin, on s'en rend pas compte que des fois le stress ou l'anxiété peut prendre une grosse part, on l'a oublié un peu parce que la dernière compétition ça remonte, ou parce que là on est dans une période sans stress, sans anxiété, et quand on arrive avec cette piqûre de rappel qui est très importante, soit on reprend en moi complètement, ou soit juste une séance, tu vois, ça nous permet de dire ok je fais une mise à jour, je fais un rappel, et si besoin, je fais des régulations avec Léo, avec tout ce qu'on a vu avant. Ça me permet aussi de gagner du temps. Demander de l'aide à un préparateur mental va pouvoir aider à passer certains caps. Son aide permettra de mieux appréhender les entraînements, mais également les compétitions et aussi agir sur son développement personnel. Enfin, on aborde pour moi un des éléments les plus importants, si ce n'est le plus important, qui est de repousser son seuil de tolérance. Avec les années, on a tendance à se mettre dans un certain confort. En se plaçant dans cette zone confortable, on réduit le potentiel des adaptations. Une semaine, je crois, avant la compétition, sur OPT et sur ton Insta perso, on a reçu 8 screens avec des dizaines et des dizaines de messages d'une personne de 7 personnes du coup, qui parle avec une autre personne de dopage. C'est ça. En gros, du coup, qui a eu sa qualification pour les championnats de France de manière un peu plus frauduleuse. Parce qu'apparemment, cette personne aurait pris des produits dopants. Elle a pris quoi, cette personne ?
On base... s'en fout, en vrai. Non, c'est pas intéressant. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment avéré sur ça. Dans les messages, quoi. Bah, en gros, dans les messages, elle demande de l'anavar. Mais c'est quoi les effets de l'anavar L'anavar, normalement, si je dis pas de conneries, je crois que ça décuple le stock de phosphocréatine. C'est un des effets. Et du coup, la phosphocréatine, c'est le substrat principal de la production de force. Okay. Donc, voilà. Et bah, quand j'ai reçu ça, je vous imagine pas mon état. Je vous imagine pas mon état parce que je suis quelqu'un, et ça, mes athlètes le savent, et je leur dis quand je fais un appel avec eux et quand je discute avec eux que je mets une part extrêmement importante à la confiance. Les athlètes doivent tout me dire et moi je leur dis tout. Et bah, ça m'a... honnêtement, ça m'a fumé. Ça m'a miné, mais... Sérieux, on reste concentré, Cassandre! Ça montait fort, là. Allez, Cassandre, on y va, là, allez! Concentré jusqu'au bout, on lâche pas! Allez, Cassandre, allez! Allez, ma grande, on y va, tire longtemps, là! Allez! Allez, lâche rien, on y va, allez, 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 allez! Oui! C'est bien! C'est de la marche en plus. Moi, pour moi, ce que j'avais dit sur le plan, c'était 40-42 et elle les a. Hein. Bon, faut voir ce qu'elles font les autres maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Alexis hein Bah là, si elle la passe, on n'a plus le podium. Si elle la passe pas, le Cassandre est troisième. Je sais pas, elle encore un truc quand même. Fair play. Ça va, je suis sans moi. Allez, on y va! Allez, dernière! Jusqu'au bout! Allez, on y va là! Allez, pour le titre! Allez, c'est la dernière! Allez, pareil que tout à l'heure! Allez, tu t'arrêtes pas! Allez, de la vitesse! Pour le titre! Allez, tu sais faire! Allez, va la chercher! Allez! Yes! 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 Yes!
Allez, t'es confiant, on y va. Dernier effort. Allez Thomas, on y va là! Dernière barre! Montre-nous de quoi t'es capable là, on y va, allez! Allez champion, c'est jusqu'au bout là, allez! Bien droit, et on n'arrête pas! Allez! Allez! T'es quand même plus fort que la France. T'es sur ton meilleur niveau au squat. Du coup, on peut dire que je suis différent de tous les autres athlètes OPT. C'est bien. Parce que du coup, en fait, je suis le seul à pas avoir fait podium. Concurrence très très relevée là aussi. La KT était énorme. Bah, vous étiez 28 athlètes. Bah, je pense qu'on était 6 ou 6 à pouvoir faire podium. Enfin, 6 à se rapprocher. Au début, vous étiez 7. Ouais, non. 6-7. Ouais. De base, il y avait quand même l'Australien. L'Australien, qui de base, parce que même, bon, après, c'est forcément sur Insta, mais il avait des perfs. Enfin, il avait un faux total, il avait des perfs monstrueuses. Ouais. Oui, bon, mais il a fait des 320, des 330 au squat, et là, au final, il bulle avec 300. D'un côté, en fait, c'était prévisible, mais de l'autre côté, ça faisait quand même un peu peur. Parce que, ne croyez pas ce qu'on voit sur les vidéos. Attends, les vrais bars, ce qu'il est. Et c'est pareil. C'est sur la compétition. Et c'est pareil sur les nominations, bah, pour le coup, il était beaucoup plus fort que ce qu'il était annoncé. En fin de compte, bon, il était beaucoup moins fort que ce qu'il était annoncé, parce qu'il avait 0, quoi. Mais au final, bah, c'est vrai, quoi. Le mec est hyper fort, et en vrai, il fait en fait n'importe quoi, parce que au squat, il bulle, au bench, il rate plein de barres, et au terre, il rate aussi des barres. Alors que c'était, je pense, l'un des plus forts. Et je pense s'il aurait été un peu plus, bah, déjà s'il aurait été au standard avec même un peu de poids en moins, il aurait peut-être gagné. Bah, donc c'est un peu dommage. Sachant que là, c'est un peu aussi au niveau du coaching, sachant que ton athlète n'est pas forcément standard. Tu baisses l'opener, tu mets en confiance, et à la limite, si ça se passe bien au premier essai, bah, tu fais un jump de 20-25 kg. Mais après, prends pas de risque, quoi. Je pense que le mieux, c'est d'être toujours au standard. Non, enfin, quand tu sors de ton lit, il faut même pas avoir à regarder les lumières. Moi, je vois pas, je sais que c'est bon. Enfin, ah oui, bah. C'est ça, t'es censé dire, c'est bon. Il y a juste au bench, là où j'ai pris un rouge, je me suis dit, bon, wesh, c'est quoi ça? Je dis, c'est la DEPS? Bah, je sais pas. Après, on a été voir le jury, il me dit non, mais c'est bon pour moi, je sais pas ce que. Ouais. Bah bon, ça arrive. Mais je pense que le mieux, c'est d'être irréprochable, ne même pas se dire est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Faut que ça passe tout le temps. Quoi qu'il se passe. À partir du moment où il y a un doute et que c'est ambigu, bah, c'est négatif. Si quand tu fais tes retours, tu regardes tes vidéos 3-4 fois. Comme
je disais tout à l'heure, ça va être déjà attention à la base de la récupération. Donc je fais attention à mon hydratation, je traque un petit peu tout ce que je bois par jour pour savoir exactement où j'en suis, pour pas me retrouver sur des jours où je vais boire parce que je bois beaucoup. Là, sur des jours où je suis à 2 litres et des fois je peux monter à 6 litres 5, donc j'essaye d'avoir une bonne moyenne quand même dans la semaine, même sur les jours où je m'entraîne pas, surtout sur les jours où je m'entraîne pas. Donc je traque mon hydratation. Au niveau de l'alimentation, je suis suivie aussi par une diététicienne, par Fanny. Mais donc ça aussi c'est très important pour tout simplement bien encaisser les entraînements et les grosses semaines. Et évidemment le sommeil. Sommeil, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, entre 8 heures et 9 heures de sommeil. Alors évidemment c'est pas tout le temps possible, mais je dirais bien 95% du temps c'est quand même quelque chose, voilà, c'est juste savoir que si le lendemain tu te lèves tôt, tu te couches plus tôt. Tu te dis ok, là il faudrait que je sois au lit à cette heure-là pour pouvoir dormir 8 heures. Donc faire attention à cette base-là. Après, être entouré de bons professionnels, on va dire. Je fais des petits tours chez l'ostéo assez régulièrement. J'étais suivie en réhab par Victoria. Je vais en démarrer une avec Brian. Donc c'est pareil, bien gérer tous les petits trucs à côté. À partir de combien de temps on classe expert? Pour moi, c'est 5 ans de pratique. Quand même. 5 ans de pratique? Plus que... Je suis même pas experte. Pour moi, c'est l'implication. Moi, je dirais 2-3 mois. Tu peux être très impliqué, mais... Pour moi, tu peux arriver au bout de 5 ans en faisant 5 ans de juste je vais à la salle, je fais mon training, je rentre chez moi. Oui, pas être expert, et j'ai un niveau relativement bas, t'es pas expert pour moi. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui, c'était passif dans ta cherche juste à démonter tes arguments. Ouais, à chaque fois. Mais là, on parle d'une personne saine dans sa pratique. Saine. Dans sa pratique aussi. Oui, mais saine, ça veut pas dire ultra impliqué. Bon. S'il fait un sport en général, il est quand même impliqué. Arrête d'essayer de démonter mes arguments. Non, j'ai raison, Lulu. En vrai, ouais, je pense que tu peux pas donner une moyenne. Alors, on va faire l'inverse. Impossible d'être expert en 2 ans, par exemple, pour moi. T'as un niveau d'implication maximal, tu peux pas être expert dans un domaine en 2 ans. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord aussi. Par contre, oui, en 2 ans, en 5 ans, tu peux rester intermédiaire. Genre, en 5 ans, elle est experte. On est d'accord. Oui. Bon, mais il y a des athlètes que je coach qui font de l'AFA depuis plus de 5 ans qui ne le sont pas. Oui. Mais là, c'est du coup le degré d'implication. C'est ça ce que je disais, c'est vrai, c'est le fait d'être passif. ce que je disais au début, Mehdi. C'est le fait d'être passif ou actif dans ta pratique. Un pratiquant qui s'intéresse, qui a beau... à chaque fois qu'il va à l'entraînement, il se demande pourquoi il a cette variation, pourquoi il fait ça et tout. Il a plus de compréhension qu'un athlète qui se dit bon, j'ai ça, allez, go. Oui. Et pour vous, un mec qui pratique depuis 5 ans en étant impliqué, mais qui a le niveau régional 3, tu le considères comme expert? En fait, il aurait fallu d'abord déterminer qu'est-ce qu'on appelle expert. Parce que là, on est dans non, mais un c'est débat. toi qui l'as lancé. Moi, pour moi, expert, c'est pas forcément le palmarès. Enfin, la preuve, du coup, moi, je suis pas du tout experte et pourtant. Pourtant quoi. Calme-toi, par contre. Non, mais allez, non, mais je dis pas que j'ai un palmarès de fou, mais. Je peux plus me l'avoir déjà depuis faire qu'elle est championne championne du monde. En fait, expert dans un sport, c'est compliqué. Mais je suis pas experte du tout. La plupart du temps, quand on parle d'expert dans un sport, c'est par rapport au niveau. Par contre, dans un domaine d'expertise, bon, si c'est un peu le niveau de connaissance du coup, donc c'est un peu pareil. Mais dans un sport, la plupart du temps, quand tu classes avancé, débutant, intermédiaire, ce que tu veux, expert et autres, c'est le niveau. Mais du coup, c'est compliqué de dire que quelqu'un est expert si à côté il a zéro connaissance et qu'il n'est pas impliqué. 4e question. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les retours des athlètes? La chose la plus récurrente, quand tu ouvres un WhatsApp, genre ça te fait monter le sang quoi. Parce que t'es sanguin, t'es du sud. Ça me monte le sang. Ouais. Et il y a quelque chose qui est assez récurrent quand même. Alors récurrent. L'athlète qui se plaint du fait que ce soit trop dur et trop fatigant. Tu t'entraînes en force pour de la compétition pour la plupart, dans le but de progresser. Donc au bout d'un moment, si tu t'entraînes et que tu cherches pas à avoir mal, être fatigué et te mettre dans le dur, bah en fait les adaptations ne vont pas se faire. Donc la progression, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi tu pourrais progresser plus qu'un autre alors que tu n'aimes pas te faire mal ou que tu n'aimes pas te mettre dans le dur ou avoir une certaine forme de fatigue?
normal d'être fatigué. Si tu t'entraînes, tu fais du sport à un certain niveau et que t'es pas fatigué, la plupart du temps, c'est que t'en fais pas assez et du coup, il n'y a pas d'adaptation qui vont se créer ou en tout cas pas suffisamment pour progresser correctement. Donc je dirais ça, en fait, le fait de se plaindre pour des paramètres qui devraient être comme une normalité. Parce que la fatigue, la brûlure musculaire, le fait de se sentir un peu éteint après des séances, c'est quelque chose qui est normal. Ça ne doit pas l'être à chaque fois. Toutes les séances ne doivent pas être hyper dures et tu ne dois pas finir en rampant. Mais ce genre de fatigue et de stress doivent être quelque chose de normal dans un entraînement d'un sportif et dans d'autres sports aussi. Est-ce que tu pourrais nous imiter, par exemple, un retour WhatsApp par rapport à ça? Tu veux que je fasse une imitation vocale? Une imitation vocale de ça. Faut pas que ça ressemble à des gens. Salut Alexis, j'ai terminé ma séance. Bon là je suis vraiment fatigué. Je suis pas très content de ce que j'ai produit. Et puis du coup j'ai pas pu rajouter 2,5 par rapport à la semaine dernière. Du coup mon entraînement c'est de la merde. Et je suis un peu dégoûté, je vais prendre 3 jours off pour récupérer maintenant. Ok. Alors qu'il est censé s'entraîner le lendemain. Donc là tu vois ça, t'as le BPM à 150. Là je suis énervé là. Okay. Maintenant j'aimerais bien qu'on revienne sur le squat qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on le prenne en exemple pour discuter un petit peu du fait de relancer sa progression après plusieurs années de stagnation là dans ton cas et vers quoi on va se diriger, quel élément tu vas devoir chercher à optimiser ou renforcer pour essayer de relancer ça justement. Donc moi sur le squat, il y a eu vraiment pas mal de trucs et comme il y a eu beaucoup de changements, c'est dur de savoir. Ça se trouve, il y en a peut-être qui ont servi à rien, tu vois, qui ont aucune incidence dans l'évolution. Il y en a peut-être qui représentent 60% de l'évolution et d'autres moins, etc. Donc c'est un peu dur à dire, mais les grands axes, on va dire, c'est j'avais de manière récurrente des douleurs aux hanches, à la hanche gauche notamment, avec une grosse tendinopathie récurrente depuis 2019 qui m'a tenu 3 ans et qui ça montait, ça venait, ça partait quoi. Et dès que je revenais sur des sets un peu records, tu vois, je sais pas moi, j'avais fait 5 fois 2,40 au squat, la semaine d'après flingué, HS, et la hanche qui m'a fait chier pendant 3 mois derrière. Dès que je revenais un peu sur ces barres là, ça se réveillait quoi. Donc ça te pénalisait au deadlift ou pas? Non, pas trop. Non, c'était vraiment en ouverture. Ouais, vraiment. Et en portion basse. Ouais, portion basse. J'avais un peu mal au deadlift, mais c'était pas limitant. Tu vois, c'était une douleur. T'as des douleurs qui t'inhibent dans ta performance, comme celle que j'ai eue au bench l'autre jour où je pouvais pas pousser, c'était impossible. Et t'as des douleurs qui sont pas. Tu le sens, mais ça t'empêche pas de pousser quoi. Donc c'est pas inhibant au deadlift. Donc gros travail de réhabilitation de la hanche. On a mis, donc avec Simon de Training Therapy, on a mis bien 6-7 mois, voire 8 mois avant d'abord d'avoir des diminutions de la douleur, puis disparition de la douleur. Là, j'ai plus mal depuis, ça fait des mois que j'ai pas eu mal à la hanche, mais plus du tout quoi. Et du coup, c'était des gros déficits de rotation interne, un peu de ce dont je parlais tout à l'heure, et d'autres choses, mais notamment ça, c'était le plus gros truc. Donc tout ce travail de réhab, et que je continue même maintenant et que je continue d'entretenir avec une grosse fréquence quand même, toujours parce que... Ça représente quoi comme travail pour toi en termes de volume horaire par exemple dans une semaine? Au moins 3 fois ou 4 fois 15 à 20 minutes. Ok. Donc une grosse heure, un peu plus même, entre 1 heure et 1h30 sur le travail de hanche. Et tu le places en fin de séance ou plutôt c'est des warm-up? Ça dépend. J'ai une routine mobilité que je fais le matin qui me prend 15-20 minutes, mais qui est générique sur tout le corps. Je fais mes trucs et tout, souvent je bosse. Je fais mon entraînement, donc dans mon warm-up, j'ai du travail sur des zones spécifiques avec beaucoup de travail sur la hanche et sur le dos avec l'iliocostal droit et gauche qui ont été déchirés plusieurs fois. J'y reviendrai après. Donc j'ai du travail en warm-up avec un peu poussé en général. J'ai un warm-up général et j'ai 2-3 exos de renfort assistance avant de commencer. On voit du coup la plupart des powers squatter en barre basse en compétition. Est-ce que du coup tu peux nous dire la différence parce que ce que tu sais comme différence entre le squat barre haute et le squat barre basse, et du coup ce qu'il y a de plus intéressant par rapport à ça? Pour moi, la différence c'est juste le changement de levier.
Donc en barre basse, on a on a un levier qui est beaucoup plus favorable à la performance. Mais en fait, pour moi, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. La première chose, c'est la mobilité de l'athlète. Déjà la mobilité de l'athlète, et de deux, son background, ça fait combien de temps qu'il fait de la FA, etc. Pour moi, c'est le principal truc qu'il faut regarder. C'est si l'athlète a déjà réussi à se développer en barre haute avant de pouvoir se développer en barre basse. Mais ouais, pour moi, c'est la différence de levier, même si ça peut amener quelques contraintes après. Ouais. Ok. J'ai répondu? Oui. Ça va. Ouais, c'était vraiment pas de bruit. J'avais une poulie, j'avais mis un sac avec des cailloux dedans et je m'étais fait une poulie aussi sur la charpente de mon père, je sais pas quoi, c'était n'importe quoi. Bon, ça a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné, ouais, ça va. C'est l'essentiel. Ok, et ta première compète de street, c'était quand du coup? Et ma première compète de street, c'était les championnats de France, c'était la FNSL en 2021. Ok. Du coup, c'était 7-8 mois après avoir commencé le coaching, mon premier coaching avec Strength Strategy. Ok. Et est-ce que tu as fait ta première compète de FA avant ou après celle-là? Avant j'ai fait... Tu as commencé par la FA? Ouais, j'ai commencé par la FA. Je faisais plus de street avant, mais ma première compète, il se trouve que ça a été les premiers pas à Villefranche que j'ai fait peut-être 2 mois avant la FNSL, ça devait être en octobre ou un truc comme ça. Tu te rappelles du niveau que tu as fait? J'ai fait... je crois que j'ai fait 2,15 en squat, 170 en bench, et peut-être 2,32 en deadlift, un truc comme ça. Donc gros bencher déjà dès le début quoi. Bah ouais, c'était mon premier bench en compétition et 170, ouais. Ok. Et en 93? En 93, ouais. D'accord. Et là tu peux nous dire donc la dernière compète de FA à peu près pour voir l'évolution? Et là la dernière, donc qui doit être 1 an et demi, 2 ans après, quelque chose comme ça. Du coup on a fait 2,45 au mythe au PT, 190 et 282,5. Ok. Donc là 7,17. Donc, quoi, 80 kg à peu près de prix, je crois. Ouais, ça doit faire 4 ouais, à peu près. Ok, ça marche. Et du coup, pareil pour le street, ta première compète de street, tu peux nous parler de ton niveau? Et ma première compète, du coup, c'était la FNSL, donc j'avais dû faire 22,5 en muscle up, je pense, quelque chose comme ça. Traction, peut-être 85 ou 4... Non, je suis même pas sûr 85. Peut-être 83, quelque chose, un truc comme ça. Dip 150 et squat, j'avais fait 220. Ouais, c'était ça. Okay. Ça faisait un total à 472. 472, ouais. Et là, la dernière, du coup, en date, c'était Fan Rep il y a 2 semaines. Et du coup, voilà, la dernière, 1 an et 7 mois après, ou 8 mois après, du coup, ça a fait 27,5 en muscle up, avec un 31,25 refusé, 91,25 en pull up, 171,25 en dips et 250 au squat. Donc ça fait un total à 540. Du coup, ça faisait plus, plus 80, 70, ouais. entre 70 et 80, ouais, c'est ça.